Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, votre épisode complémentaire. Vous avez été quelques-uns et quelques-unes à nous dire que vous appréciez de nous retrouver en fin de semaine parce qu'il y a un petit peu moins de podcasts et puis quand on aime Tech Café, j'ai l'impression qu'on aime aussi les suppléments avec des infos en plus, des formats un petit peu différents. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné encore une fois par l'excellent et l'inénarrable Guillaume Poggiastala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Oui, salut à tous, c'est vrai, écoute, très bien, si ce format plaît, c'est très bien, on a des auditeurs qui sont fidèles, ça c'est très bien. On a des auditeurs qui sont aussi très attentifs, et ça c'est bien. J'ai oublié complètement de le dire, c'est complètement passé, tu sais, quand on enregistre, j'ai oublié d'en parler dans l'épisode de la semaine, mais quelqu'un dans les commentaires a pointé que je m'étais trompé en disant que oui, c'était GTA 3 et GTA 4 qui avaient eu des tu te souviens, oui, tu as vu ça, qui avait été refait avec des moteurs en reverse engineering. En fait, c'est effectivement Vice City et donc les deux versions du 3 en fait, et aussi San Andreas. Donc en fait, c'est le moteur de GTA 3 globalement, essentiellement, et le moteur de GTA 4 étant un moteur complètement différent, beaucoup plus sophistiqué. Et effectivement, c'est vrai, je me suis trompé. C'est quand même très bien de l'avoir relevé, ça prouve que voilà, vous êtes très attentifs, c'est très cool. Et je cherchais moi dans les notes de l'épisode, je me suis dit pourtant je me rappelle pas, il y avait pas ça dans les notes, et j'ai regardé, et donc effectivement après j'ai compris que c'était à l'audio, j'avais même pas relevé moi à l'audio évidemment. Alors je connais pas beaucoup GTA, mais surtout n'hésitez pas à faire pareil quand il y a des choses qui vous piquent les oreilles parce que vous pensez qu'on s'est trompé, que vous pensez que ça mérite une précision. Les commentaires sont faits pour ça, et puis d'ailleurs il y a aussi d'autres auditeurs qui aiment bien échanger avec nous, et même d'ailleurs vous pouvez y échanger évidemment entre vous sur Discord. Vous avez le lien dans toutes les notes des épisodes de Tech Café. Guillaume, j'ai l'impression que la saveur de cet épisode supplément du week-end de Tech Café va être la même saveur qu'une chronique des composants. On va parler de plein de différents composants. On va commencer par cette notion souvent décrite, souvent pointée du doigt, mais jamais atteinte, qui est celle de la suprématie quantique. Ouais, en fait, on parlait dans l'épisode de la semaine des Chinois qui s'étaient pas vantés d'avoir atteint un sommet énorme de puissance de calcul, là, donc l'exascale, c'est plus d'1 million de teraflops, et c'était un petit peu bizarre. En fait, ils s'en sont vantés, faut pas pousser quand même, mais dans un article scientifique, et pas dans beaucoup de médias, en fait, et pas dans le beaucoup plus médiatique top 500 des plus grosses machines du monde. Et cet article, en fait, il a quand même gagné le prix Gordon Bell, donc qui est octroyé par l'ACM, et qui est pas une petite médaille en chocolat, puisqu'elle est parfois appelée le prix Nobel des supercalculateurs. En fait, ça récompense plutôt une application de supercalcul à un problème scientifique particulièrement délicat. Et en l'occurrence, cette année, c'est une équipe chinoise qui l'a obtenue pour la simulation d'un circuit quantique. Donc il y a 14 membres qui ont montré que la suprématie quantique, c'est pas si simple, en fait. Alors c'est un truc dont on parlait, je crois, depuis 2019, parce que c'est à cette époque que Google avait annoncé que sa machine quantique Sycamore avait réalisé un calcul impossible à faire sur un ordinateur normal. Et c'est un calcul qui restait très académique quand même. En gros, il prenait 54 qubits. Donc un qubit, c'est un objet quantique qui peuvent être dans des états qui sont à la fois 0 et 1 mélangés. Mélangés en proportion variable. En fait, un bit normal, si tu veux, c'est 0 ou c'est 1. Bon. Un bit quantique, ce qu'on appelle un qubit, c'est quelque chose qui peut être à la fois 0 ou 1, mais dans des proportions qu'on peut spécifier. C'est-à-dire, il peut être plus 1 que 0, ou beaucoup plus 0 que 1, ou tu vois, voilà, en fait, ça encode plus d'informations, tout simplement. Donc, en gros, ils prennent ces qubits, ces 54 qubits, et ils les mettent dans un état complètement aléatoire au début, et puis ensuite, ils les couplent entre eux, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils interagissent, en fait. C'est-à-dire que un qubit à un endroit va être influencé par ses voisins. Voilà, c'est ça, un couplage. La manière dont il est influencé, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas vraiment la peine, mais en tous les cas, il couple ces qubits, et il laisse cuire quelques secondes un petit peu ce truc-là, pour voir dans quel état le système aboutit. Donc on mesure les qubits à l'arrivée, et oui, c'est des qubits. Donc en fait, quand tu mesures un qubit, ce que tu as, c'est une sortie de nombre aléatoire. Donc j'ai dit que un qubit, ça pouvait être soit 0, soit 1. Donc quand tu mesures un qubit, il te sort 0 ou 1 aléatoirement. Sauf que, effectivement, la proportion de 0 ou la proportion de 1, elle va dépendre de l'état quantique du qubit.
L'état quantique du qubit, il est inaccessible. C'est-à-dire tu ne peux pas le mesurer complètement. Ce que tu peux faire, par contre, c'est faire des mesures pour donc mesurer si c'est plutôt 0, plutôt 1, en faisant des statistiques quelque part. Tu vois. Donc la sortie de Sycamore, en fait, c'est une suite de 0 et de 1 aléatoires. Mais en fait, c'est pas du tout comme des pile ou face, où les 0 ou les 1 sortent de manière complètement équivalente, pas du tout. Il y a certaines configurations de suite de 0 ou de 1 qui sont plus probables que d'autres. Et c'est cette distribution de probabilité qu'il faut trouver. C'est ça le challenge. Alors avec Sycamore, il suffit de faire des stats sur les résultats que donne le système, puisqu'en fait, le système, il est dans le bon état, entre guillemets, tu vois. Mais sur une machine classique, le système doit être simulé dans son ensemble, puisque le système il est pas quantique, donc ça veut dire qu'il faut simuler un système quantique dans son ensemble. Et comme les qubits, comme j'ai dit, ça représente pas des valeurs, mais plutôt des espaces d'état continus, c'est méga galère. Et c'est d'autant plus qu'il y en a beaucoup, des qubits. Et avec 54 qubits, ça paraissait impossible. Et ça désignait donc, c'est ce qui désignait la suprématie quantique, comme on dit. C'est-à-dire, c'est l'étape où les machines quantiques font des choses qu'aucune machine classique ne peut faire. Mais en fait, cette appellation toute seule, en elle-même, elle peut être trompeuse. Parce que ça oublie de mentionner 3 choses. D'une part, que les machines quantiques ne sont pas nécessairement plus rapides que les machines classiques en tout. Pour n'importe quoi. D'autre part, pour l'instant, les machines quantiques qu'on a ne peuvent pas faire grand-chose. Et alors que les machines classiques qu'on a sont infiniment versatiles. Et enfin, c'est pas parce qu'on ne sait pas à un moment donné faire un calcul efficacement sur des machines classiques qu'on saura jamais le faire. Et c'est justement ce dernier point que démontre l'équipe chinoise qui utilise au mieux, on va dire, qui optimise vraiment au maximum, certes une machine énorme, un supercalculateur, mais qui permet de simuler un circuit quantique de grande taille avec 100 qubits. Donc avec leur machin, les Chinois simulent la suprématie quantique du Google Sycamore en seulement 304 secondes. Bon, c'est vrai, ils utilisent 42 millions de cœurs. C'est quand même pas mal. Mais on peut toujours se dire d'ailleurs aussi que ça deviendra forcément ingérable si le nombre de qubits augmente. Et c'est sans doute plus ou moins vrai, mais il faut pas oublier qu'il y a encore un autre truc, c'est que les mathématiques peuvent venir au secours d'un manque de puissance brute. Les mathématiques peuvent aider énormément parce qu'elles peuvent tout simplement simplifier les choses. Alors, c'est une autre équipe, hein. C'est toujours des Chinois, mais c'est une autre équipe, c'est une équipe de 3 chercheurs chinois, qui a trouvé donc indépendamment un moyen d'accélérer encore le processus. Si bien que sur une machine comme celle qu'ils ont utilisée leurs collègues avec les 42 millions de cœurs, là, ça prendrait plus que quelques secondes à faire. Ça gagne encore en optimisation. Ça irait même plus vite que la machine quantique elle-même. Parce que la machine quantique, il faut qu'elle se mette en place, il faut laisser cuire, il faut faire le sampling, les échantillons aléatoires, etc. Alors, comment ils ont fait ? En fait, ils ont utilisé les maths, c'est-à-dire qu'au lieu de simuler tous les états possibles brutalement, que les qubits peuvent avoir, ils ont analysé avec soin l'espace de tous les états possibles, et ils ont modélisé ça d'une certaine manière, et ils se sont dit, on va le simplifier. On va le simplifier en virant les chemins qui contribuent le moins au résultat final. Donc, en fait, ils ont simplifié ça de manière à accélérer le processus. Donc, ce faisant, ils perdent de la précision sur la simulation de la machine Sycamore elle-même. Par contre, on a la même distribution aléatoire à la fin. Et finalement, c'est tout ce qu'on cherche. Donc, les chercheurs ont d'ailleurs pas eu à leur disposition un énorme superordinateur. Ils ont eu un modeste cluster de 512 Tesla, qui est donc, effectivement, c'est pas non plus forcément incroyable, quoi. C'est à la portée de beaucoup d'universités. C'est très loin du gros Sunway de leurs collègues, hein, et ils obtiennent le résultat en 15 heures. Bon, c'est peut-être beaucoup, 15 heures, mais la suprématie quantique, c'est quand même pas pour tout de suite, parce qu'en 15 heures, voilà, une machine normale et modeste arrive finalement à faire la même chose qu'un calculateur. Alors la course continue, bien sûr, hein, puisqu'on avait parlé de Eagle, qui aura bientôt 127 qubits, qui va sans doute offrir de nouveaux challenges. Mais bon, il faut pas vendre les puces de l'ours classique avant d'avoir bien optimisé ses tenseurs. Ouais, ce qui est marrant, c'est que ça donne presque l'impression que la suprématie quantique, en tout cas que le salut au travers les calculs quantiques, ne serait finalement même pas viable, parce qu'effectivement, le point que tu rappelles est hyper important, c'est que à côté, ça continue à avancer sur les processeurs non qubits, quoi. Donc c'est à se demander si un jour ça pourrait être. Alors. Le problème, c'est que la croissance de la complexité est exponentielle. C'est-à-dire, simuler un système quantique brutalement, c'est exponentiel en fonction du nombre de qubits. Donc, on se dit que ça va arriver un jour. Après, il faut pas oublier que ce que fait Sycamore, là, avec son système, c'est pas quelque chose d'utile. C'est juste un calcul qui est délibérément aussi fait pour être compliqué à modéliser sur un ordinateur classique.
les ordinateurs généralistes quantiques sont pas encore là, mais bon, ils vont arriver, et puis un jour ils arriveront, un jour ils auront suffisamment de qubits pour faire des trucs utiles. Mais en attendant, oui, il faut voir aussi que tout le reste évolue aussi. Alors, il faut voir que il y a aussi une autre partie, c'est que simuler des machines quantiques sur des machines classiques, ça permet aux gens de s'entraîner à utiliser des machines quantiques qui courent pas les rues, faut bien le dire. Donc c'est hyper important d'avoir des possibilités de simuler très efficacement des machines quantiques, parce que ça permet de démocratiser l'expérience, tout simplement, d'utiliser des machines quantiques avant qu'elles soient utilisables par le plus grand nombre. Ok, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle aussi. Alors, Guillaume, il va vraiment falloir que tu m'apportes toute ta pédagogie. Tu veux nous parler d'intelligence artificielle analogique. Mais oui. Donc IBM, il fait des recherches, vous avez vu, on en parle souvent ici. On vient de parler de lui avec Eagle. Ils sont dans tous les bons plans. Ordinateur quantique, puce neuromorphe, transistor millefeuille enroulé, ensoufflé, tout ce que vous voulez. Et leur dernier truc, c'est le calcul sur puce analogique. Oui. Alors analogique, comme la radio de papy. Oui. Ou ma propre télé, quand j'étais étudiant, mais bon, passons, ça me fait mal. Bon, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment ? En ce moment, c'est le deep learning. Oui, avec des modèles toujours plus gros, qui nécessitent toujours plus de calculs. Donc la demande avance plus vite que l'offre, et malgré les progrès des optimisations, tout ça, le mur thermique est jamais loin. Parce que la physique, elle est plutôt têtue, et qu'à un moment, une certaine densité de transistors qui vont à une certaine fréquence, ça donne une certaine quantité d'énergie, un certain dégagement de chaleur, et ça peut vite devenir ingérable. Voilà, parce que la chaleur, il faut l'évacuer, sinon ça fond. Bon. Donc, le but, qui est par ailleurs plutôt écologique, finalement, c'est de faire des calculs en utilisant le moins d'énergie possible. Et chez IBM, ils ont une solution qui utilise quelque chose de totalement indémodable, qui s'appelle les lois d'Ohm et la loi de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff. Alors d'abord, ils ont besoin de composants un petit peu nouveaux quand même, qui s'appellent les RRAM, pour Resistive RAM, donc les RAM résistives. Et en fait, c'est un composant qui est à résistance variable. Ça utilise des composants à résistance variable. Donc cette résistance, elle est fixe, et tu peux la modifier, et une fois qu'elle est modifiée, elle reste comme ça. Donc tu peux par exemple décider qu'une telle résistance ça représente 0, telle autre ça représente 1. Du coup tu peux modéliser un bit de données de manière non volatile, puisque ça reste comme ça si tu la modifies pas exprès. Donc non volatile, ça veut dire que ça reste même quand on coupe le courant. À la différence des RAM normales, bien sûr, qui doivent être rafraîchies en permanence pour conserver les données. Donc déjà c'est quand même très cool, mais on peut aussi aller plus loin. Parce que la résistance, c'est pas juste 0 ou 1 finalement. Cette résistance, on peut aussi la considérer comme une donnée, comme une valeur continue. Ça peut être 0,5, 0,3, 12. Bon. Et donc, cette valeur de résistance peut encoder un nombre, avec une précision qui est relativement faible, parce qu'il faut la mesurer, donc c'est une précision relativement faible, mais c'est quand même un nombre. Et des nombres avec des précisions faibles, c'est ce qu'on utilise beaucoup justement dans les algos de deep learning. Les gros calculs qu'on fait dans ce domaine-là, en gros, c'est des opérations vectorielles où on multiplie des couples de valeurs pour additionner le tout ensuite. C'est des opérations matricielles, donc en fait, ça revient à faire des produits scalaires, c'est-à-dire vous multipliez donc les valeurs 2 à 2, puis vous additionnez le tout. Et vous faites ça plein de fois. Donc si on part du principe qu'une résistance peut coder un des paramètres, et que l'intensité d'un courant peut coder un autre paramètre, alors, par la loi d'Ohm, la tension sera le produit. Voilà, c'est un calcul de fait, vous avez fait le produit. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les enchaîner. Il faut tout additionner. Bon. Si on fait ça, pour faire ça, on peut construire une matrice de résistance variable. Donc on aligne sur une grille des cellules qui comprennent donc cette résistance variable et de la logique un petit peu pour aller avec. Et en gros, par la loi des mailles, la tension aux bornes de chaque ligne, c'est la somme des tensions de chaque cellule de cette ligne. Et la tension aux bornes de chaque cellule, c'est la résistance multipliée par l'intensité, et boum, on a fait un gros produit scalaire de 2 vecteurs. Et ça, automatiquement, en fait, direct. Et donc on peut en faire un par ligne en plus. Et ça complètement en parallèle. Et tout ça en injectant très peu d'énergie, puisqu'il n'y a aucune logique de calcul. Il n'y a il y a aucune bascule pour faire des calculs, il n'y a rien du tout, en fait. C'est la physique qui bosse, tout simplement. Résultat, on consomme entre 10 et 100 fois moins d'énergie que les équivalents digitaux. Alors évidemment, vous allez me dire, mais j'achète, je veux dire, j'en veux. Pourquoi ? Sur le papier, ça me paraît tellement économe, il y a forcément un loup.
Alors, en fait, bon, évidemment, il reste des challenges. Par exemple, tous les réseaux de neurones ont une composante qui est non linéaire aussi. Donc, il faut trouver un équivalent analogique pour la composante non linéaire. Et du coup, ce sera hard-codé, donc on ne pourra pas la changer, etc. Bon, voilà, ça se pose son problème à lui. Et en plus, le deep de deep learning, ça implique qu'il y ait plusieurs couches de neurones. Donc, ça veut dire qu'il faut enchaîner plusieurs fois ces mécanismes. Et ça se fait pas forcément tout seul. Donc, ça vaut le coup de chercher, et écoute, peut-être que les algos du futur tourneront sur des accélérateurs analogiques, comme la TV de Papy moi-même, en fait. Avec beaucoup d'économies d'énergie, du coup, potentiellement. Mais oui. On retourne du côté du Texas, et vous savez, maintenant que vous écoutez Tech Café régulièrement, que le Texas est un berceau d'accueil assez florissant pour le minage de crypto-monnaies, mais il se pourrait bien que tu parles du Texas pour autre chose que ces faits marquants, Guillaume. Ben oui, pour les investissements monstrueux des industriels du semi-conducteur aussi, puisque Samsung va construire une usine à Taylor pour 17 milliards de dollars, 5 millions de mètres carrés, 2000 emplois directs, 7000 emplois indirects, c'est à peu près autant que l'usine qu'il a déjà près d'Austin. Et oui. Non, j'allais justement demander s'il y avait des précédents en matière d'investissement de type usine, notamment sur le sol des États-Unis, mais t'as répondu du coup. Oui, tout à fait, oui. Et ce sera une usine de composants de haut niveau, ça là aussi apparemment. Alors, sans mentionner la 5G, l'IA, le HPC, donc le High Performance Computing, et puis les applications mobiles. C'est vrai que les applications mobiles en général, c'est des puces qu'il faut qu'elles soient très économes et puissantes. Donc, ce sont probablement des process modernes avec des ultraviolets extrêmes qui permettront aux clients de Samsung de produire directement sur le sol des États-Unis. Et des clients qui sont déjà nombreux, qui existent déjà via IBM, Nvidia, Qualcomm, qui font appel à ces services. Et ils pourraient être encore plus nombreux suite à la saturation de TSMC et à sa relation un petit peu trop privilégiée avec Apple, qui n'est pas trop du goût d'AMD et Qualcomm. Donc voilà, début des travaux très bientôt pour une ouverture en 2024. Donc c'est quand même, pas tout de suite, hein. Et en plus de Samsung, Texas Instruments va investir aussi 30 milliards au Texas dans 4 nouvelles usines. Bon voilà, c'est quand tu comptes ça avec le plan d'investissement qui est assez pharaonique aussi d'Intel à 20 milliards en Arizona et en Europe. Hein. Mais on sent que les Américains veulent quand même reprendre le lead sur la fabrication de puces et ça construit de tous les côtés, même GlobalFoundries reconstruit à Malte. Donc là, la pénurie de puces a donné une grosse prise de conscience. Après, concrètement, pour le consommateur, c'est des usines qui amélioreront les choses que d'ici 2 ou 3 ans, donc patience. Ouais, on sait que les échelles de temps dans ce domaine-là sont évidemment pas celles qu'on a l'habitude de connaître nous au quotidien. Ça arrive pas du jour au lendemain, effectivement. Est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu, si j'ai bien compris, de stockage, Guillaume ? Du stockage, on parle d'une grande tendance, on a pas mal parlé des grandes tendances dans les data centers qui étaient de soulager un petit peu les CPU des pauvres nœuds de calcul, là, des tâches fastidieuses qui pouvaient être déportées sur d'autres plus spécialisés sans transiter en plus par la RAM des nœuds et encombrer tout le truc. On parlait dans le cadre des DPU, souviens-toi, les Data Processing Units, qui permettaient de faire des traitements parfois lourds directement au sein des infrastructures réseau, avant même que les données ne parviennent aux machines en fait. Et donc l'idée générale, c'est globalement d'éviter autant que possible les allers-retours. Allers-retours mémoire, donc faire le max de calcul in situ, là où les données se trouvent. Donc c'est assez logique finalement que les unités de calcul, de traitement, intègrent les SSD. Et donc les SSD vont devenir, alors au moins dans un premier temps dans les data centers, peut-être plus tard dans vos propres PC, ce qu'on appelle déjà des CSD, pour Computational Storage Disk. Alors le principe c'est assez simple, on prend un SSD normal, mais au lieu de lui mettre un tout petit microcontrôleur tout pourri, juste chargé de s'occuper du disque à très bas niveau, on lui donne des vrais cœurs de calcul, plus balèzes, capables de faire des traitements de haut niveau sur les données. Donc au niveau système de fichiers, et pas juste au niveau des cellules, voilà, où il s'occupe des trucs. Donc concrètement, on peut donc mettre en place une compression en temps réel, par exemple, de tout le disque, qui soit totalement transparente pour la machine qui l'utilise, et qui coûte absolument rien en ressources au CPU ni à la RAM. Et on peut imaginer aussi du chiffrement, de la télémétrie, de la journalisation, du hashing, etc. Et en plus de ça, n'importe quelle application qui se baserait sur le SDK du disque, puisque voilà, les SSD deviendraient programmables. Donc il y en a déjà, ceux de Scaleflux par exemple, qui ont 8 cœurs ARM, et jusqu'à 16 Go de RAM. Donc c'est marrant, bientôt, même les particuliers peut-être bientôt vont devoir se soucier de la quantité de RAM dans leur SSD et de leur nombre de cœurs, va savoir. C'est marrant, l'architecture d'un ordinateur va peut-être subtilement évoluer par rapport à ce qu'on connaît, parce que c'est vrai que le format d'un PC aujourd'hui, où on va dire il y a 15 ans, c'est finalement assez proche. Peut-être que ça pourrait changer, c'est intéressant. Enfin non, il y a des choses qui ont changé, mais pas de choses fondamentales. C'est Computational Storage Drives, pour être précis, tu disais disque, c'est drive.
Ah zut, désolé. Pour une fois que j'ai l'impression de pouvoir te reprendre de manière pertinente sur un micro-détail. Tu as identifié aussi dans ta veille des composants une nouvelle proposition de la part de Sony qui a l'air d'être vraiment un game changer dans son domaine. On sait que Sony sont très très bons dans ce domaine-là. En gros, il s'agirait d'un super lidar. La promesse derrière, ce serait évidemment d'apporter plus de pertinence, notamment pour les voitures autonomes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce capteur, Guillaume ? Ouais, ben ça c'est une news qui a été relayée par un auditeur d'ailleurs, et c'est vrai que c'est vachement intéressant. Alors c'est l'histoire de IMX 459, qui est clairement un nom de robot tueur, hein, vraiment, on peut le dire. Ou un nom d'écran gamer, peut-être. Ouais, peut-être un nom d'écran gamer. En fait, c'est le nom d'un nouveau capteur lidar, et c'est un tueur de lidar, je pense, effectivement, c'est un tueur dans son domaine. Parce que IMX, hein, on va l'appeler comme ça, c'est un capteur de profondeur, du coup, donc lidar, un capteur de profondeur relativement précis, puisqu'il a 100 000 pixels. Donc c'est un capteur time of flight qui donc mesure à la distance entre les objets et le capteur en envoyant une lumière laser qui mesure la réflexion sur l'environnement. Donc il trace un portrait 3D de la scène qui l'entoure en 579 par 168, donc c'est vrai que c'est pas énorme, mais on n'est pas là pour modéliser Notre-Dame en 3D, tu vois, pour Assassin's Creed, on s'en fout. En fait, c'est pour les voitures autonomes. Et donc, on veut avoir, disons, une bonne idée de ce qui se passe autour, mais on veut que ça se fasse vite, dans un très grand angle et avec une excellente fiabilité. Et le capteur, lui, il couvre quand même 120 degrés, 120 degrés horizontal et 90 degrés vertical. Il a une précision de 10 à 15 cm à 200 mètres de distance, ce qui est quand même assez impressionnant. Et puis, il y a des photodiodes qui fonctionnent à 6 nanosecondes. Bon, c'est suffisant pour du temps réel, évidemment, même si tu roules vite. Donc les capteurs sont prévus pour encaisser des hautes températures et pour être très durables. Et c'est un truc qui pourrait coûter entre 500 et 2000 $, ce qui est quand même vraiment raisonnable sur le prix d'une voiture pour un capteur aussi performant. Et donc, détail amusant, comme le relève aussi l'auditeur, donc ce killer dans le monde des lidars est gravé en 40 nanomètres. Ça me paraît pas très très fin par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais, on est loin des 5 nanomètres actuels, hein, et en fait, ça montre bien que c'est pas parce que le 3 nanomètres arrive que les autres process plus anciens sont à jeter à la poubelle, en fait, surtout pas. En fait, ils peuvent servir à plein de choses, ces process plus anciens, et c'est tant mieux parce que ça amortit aussi leur coût, et c'est vital pour les industriels, hein, qui investissent des milliards littéralement dans ces trucs. Donc oui, le 40 nanomètres fonctionne toujours, et il fonctionnera encore longtemps. Et il n'y a pas de plus-value, puisqu'en fait, il n'y a pas d'enjeu autour de l'économie d'énergie sur ce type de proposition, j'imagine. Il n'y a pas d'enjeu à le graver plus fin, en fait, c'est ça? Non, tout à fait, il n'y a pas d'enjeu, il y a peut-être un enjeu de densité, mais en réalité, comme je te dis, l'application LiDAR, telle qu'elle va être utilisée, elle n'a pas besoin d'une grosse résolution. C'est pas forcément la peine de payer vraiment beaucoup plus cher pour avoir une vraiment meilleure résolution pour l'application qu'on considère. C'est suffisant pour avoir les infos dont on a besoin en temps réel pour de la conduite autonome. Allez, autre rubrique dans ce petit supplément de week-end, on va s'asseoir, lever les yeux vers le ciel et observer les étoiles. Moi, j'ai été marqué, Guillaume, il y a de ça très longtemps, hein, je suis plus tout jeune maintenant, par Armageddon, le film. Il y en avait un autre aussi, j'ai zappé quel était l'autre film. Deep Impact. Deep Impact. Ils étaient sortis presque en même temps au cinéma, c'était assez improbable. Et depuis, il n'y a jamais eu d'ailleurs de nouveaux films. Ça a été vraiment à ce moment-là, il y a eu ces deux concurrents avec deux propositions assez rigolotes, mais en tout cas qui se basaient toutes les deux sur le même postulat de scénario, qui est que la Terre pourrait se voir anéantie par un astéroïde, comme ça a été le cas pour l'extinction des dinosaures. Alors là, les experts commencent à anticiper cette situation et voudraient commencer à mener des tests. Et ben justement, ils ont commencé à envoyer quelque chose très très loin pour se cracher sur un astéroïde et voir si on peut dévier la trajectoire. C'est ça, Guillaume? Ouais. Ben ouais, parce que en fait, envoyer des gens se sacrifier, si tu veux, c'est à Hollywood, c'est bien, tu vois. Pour ça, des films, ça fait c'est pleurer cool. Et tout ça, c'est cool pour des films, mais bon, dans la vraie vie, écoute, non, on va plutôt envoyer des trucs se cracher sur les astéroïdes tout seul, ça va être bien. Et bon, c'est donc le premier du genre, c'est DART. DART, il est parti et il va se cracher sur la tronche de l'astéroïde si tout va bien. Alors DART, ça veut dire fléchette, donc un nom à l'ironie savoureuse, hein, pour un satellite de la taille de frigo de 550 kg. Dont la seule mission, c'est de se collisionner sur une petite lune à pleine vitesse. Et quand je dis pleine vitesse, c'est 20 000 km/h à peu près, pour la faire se dévier très très légèrement, mais quand même d'une quantité mesurable. Alors, c'est plus difficile que ça en a l'air, hein, ce truc. Je sais pas, à chaud, ça me paraît presque infaisable, moi, d'arriver à viser comme ça un astéroïde à une telle distance, mais... Ben ouais, parce que... alors DART, évidemment, c'est un coup de Jean-Michel acronyme, en vrai, puisque ça veut dire Double Asteroid Redirection Test, ouais. Évidemment.
Donc Double Asteroids parce que il vise en fait un petit astéroïde qui tourne autour d'un plus gros astéroïde. Alors le gros s'appelle Didymos, ou Didyme, j'ai jamais su. Il fait dans les 800 mètres et le petit s'appelle Dimorphos, il fait dans les 160 mètres. Et oui, comme vous pourrez le noter, c'est petit à l'échelle du système solaire quand même. En plus, c'est des trucs qui bougent à 40 000 km/h par rapport à nous, donc voilà. Et on a vu ces trucs au radar, d'ailleurs, mais jamais de visu, on les a vus juste au radar. On sait précisément néanmoins à quel rythme Dimorphos tourne autour de Didymos, et si DART réussit à s'exploser dessus proprement, sa période devrait varier d'au moins 73 secondes sur 11 heures. Bon, c'est pas très spectaculaire pour 550 kg lancés à 20 000 km/h, parce que ça doit faire mal quand même, 550 kg à 20 000 bornes à l'heure. Mais bon, c'est comme ça, un astéroïde c'est lourd, et justement, c'est vrai que bon là... Des astéroïdes nous tombent dessus régulièrement, ça peut faire mal. Donc, si un jour le début d'Armageddon devient réalité, pour nous rappeler que malgré le Covid, ça peut toujours être pire, la meilleure solution, c'est pas d'essayer d'envoyer des gens péter le truc en morceaux, mais plutôt de le dévier très légèrement. Bon, on peut pas vraiment faire plus que très légèrement, mais très à l'avance, parce que comme ça, il va nous rater de peu, mais quand même. Donc, la collision est prévue pour vraie grandeur. Alors, je sais plus exactement. Là, il est parti normalement. Donc, c'est une mission à 250 millions de dollars qui va nous permettre de voir. D'ailleurs, ça sera la première fois qu'on voit le couple astéroïde de très près. Donc l'année prochaine, il va prendre des photos avant de se crasher, j'imagine. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc après, après il va se crasher l'année prochaine. Et puis, si tout va bien, en 2024, une mission supplémentaire qui s'appelle Hera ira voir la trace qu'il a laissée sur la boule. Génial. Sur le truc, il va avoir tout ça in situ en 2026 probablement. Donc, alors je dis l'année prochaine, c'est peut-être l'année d'après d'ailleurs. Mais bon. En tout cas, voilà, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui bossent pour éviter qu'on partage le destin des dinosaures un jour, donc merci. Et puis, contrairement au film que je citais juste avant, normalement, s'il y a un tel objet qui doit se cracher sur la Terre, si j'ai bien compris, on devrait le détecter largement, on devrait le détecter bien plus à l'avance que ce n'est le cas dans les films. Il y a des programmes. Il y a des programmes, heureusement, qui surveillent ce qu'on appelle les géocroiseurs de grosse taille, parce que évidemment c'est les plus dangereux. Et dernière question, je me demandais comment est-ce qu'on arrive à atteindre une telle vitesse, envoyer un frigo et qui arrive à atteindre une telle vitesse, comment est-ce qu'on arrive à accélérer l'objet pour qu'il soit suffisamment rapide ? Ouais, alors dans l'espace, en fait, les vitesses, c'est pas des vitesses énormes pour des objets spatiaux, c'est-à-dire que globalement, c'est les forces gravitationnelles qui t'accélèrent. Donc, tu envoies un truc, bon, déjà, ça va relativement vite, il faut quand même avoir l'atteinte de la vitesse de libération, et après, en général, souvent, ce qu'ils font, c'est ils utilisent la gravité des corps qui croisent pour s'accélérer. Donc, ils s'accélèrent par gravité. Ça doit être extraordinaire, tous les calculs qu'il doit y avoir pour viser un aussi petit truc à une telle distance en utilisant la gravité des objets qui vont être croisés. Bravo. Allez, un petit mot du côté de Starship, Guillaume. Ouais, SpaceX et Starship. Oui. Alors SpaceX, c'est vrai que ça commence à devenir gros, parce que c'est un truc qui pèserait désormais 100 milliards de dollars. Rien que ça. Alors que Tesla en pèserait 1100 milliards. Donc Elon Musk, il est plutôt content. Bon, il se bat encore sur Twitter à propos des subventions et de feuilles d'impôt, mais bon, on va éviter de faire coïncider Elon Musk et son compte Twitter dans une même news, ça fait mal. Pas une bonne idée. Alors parlons plutôt de Starship, qui avance bien, il semblerait. Donc le lanceur lourd de SpaceX est programmé pour un premier vol orbital début 2022. Il serait techniquement déjà prêt en fait, mais l'aviation civile a plus de créneaux pour cette année, donc tant pis. Et donc si tout va bien, une fusée Starship complète de 120 mètres va décoller du Texas pour aller jusqu'au-dessus d'Hawaï. Donc les 2 étages tous les moteurs seraient testés. Alors le premier étage, il devrait rentrer à la maison tout seul, et le deuxième, il devrait se poser sur une barge dans le Pacifique. Donc tout ça semble aller pas trop mal pour SpaceX, et pourtant, dans un mail qu'Elon a envoyé Black Friday, donc oui, droit à la déconnexion aux F1 complètement, il décrit que le moteur Raptor est en situation de crise, apparemment, donc SpaceX sera au bord de la faillite si leur production n'augmente pas. Donc SpaceX devrait lancer un Starship par quinzaine pour rester dans le vert. Alors Starship, en fait, il va non seulement lancer des gens dans l'espace, sur la Lune, sur Mars, tout ça, c'est ce qu'on voit beaucoup, mais en fait, on compte aussi sur lui pour lancer plein de matos, tout simplement, puisque c'est un lanceur lourd, et y compris le matos de Starlink. Et donc retard sur Starship, c'est aussi des retards sur Starlink. Et SpaceX apparemment serait en flux tendu complètement, et donc il serait à peu près condamné à réussir ou mourir. Bon, à quel point c'est vrai, ou à quel point c'est un truc qui est fait pour que les gens renoncent à leur week-end et viennent travailler plutôt que d'aller
je sais pas, bêtement passer du temps avec leur famille, je ne sais pas. Après, SpaceX brûle du cash beaucoup sur Starlink, c'est sûr, donc voilà, on suivra ça avec attention en tout cas. Ouais, on a du mal à penser qu'il puisse être si mal que ça, mais bon, écoute. Hubble n'allait pas bien. Hubble, je me rappelle à une autre époque, qui avait des problèmes de myopie, le pauvre, mais qui a dû être complètement désactivé, ce satellite télescope qui gravite au-dessus de nos têtes et qui prend plus beaucoup de photos, mais la réparation est en cours, Guillaume. Ouais, on n'a pas vraiment parlé des déboires d'Hubble. Bon, c'était un ascenseur émotionnel. C'était un peu triste aussi, puisque Hubble ne fonctionnait plus depuis des semaines. Donc il y a divers composants du satellite qui n'arrivaient plus à synchroniser. L'ensemble était donc pas utilisable, et même si les instruments eux-mêmes restaient globalement en bon état. Et dernièrement, il y a un équipement, le capteur UV, qui a été remis en ligne, et apparemment ça marche. Donc il y a une autre caméra qui va être allumée, puis le reste avec précaution. Donc il y a des mises à jour qui sont prévues pour rendre l'ensemble plus résilient, c'est-à-dire pour éviter que ça se reproduise. Alors, on croise le doigt pour Hubble quand même, qui c'est vieux, il a 31 ans, et il a quand même fait date dans l'histoire de l'astronomie. Et oui, je me souviens aussi, tout à fait, de la mission pour lui polir à l'œil, en quelque sorte. Il y avait une opération de la myopie. Ouais. Ouais, bien sûr. Hubble a été lancé en 90 en fait, et il est vite devenu évident que le pauvre était complètement myope. C'est le miroir principal, qui était pas parfaitement sphérique, alors de cheveux, mais ça suffisait pour tout pourrir. Mais il y avait d'autres trucs, Le télescope se plantait régulièrement, il n'arrivait pas à se verrouiller sur une zone. C'était une catastrophe. En 90, c'était une véritable catastrophe, Hubble. Donc à la NASA, ils en avaient gros, et parce qu'ils allaient quand même pas mettre 2 milliards à la poubelle. Donc ils ont organisé une mission de secours en 93, donc c'était la navette Endeavour à l'époque, qui a amené les astronautes. Les astronautes, ça a été un gros truc, ils ont bossé 5 jours d'affilée, à raison de 8 heures par jour dans l'espace, pour changer des pièces, réparer des trucs. Et résultat, non seulement Hubble fonctionnait, mais il a été upgradé même à l'occasion. Et en vrai, il y a eu plusieurs missions. Donc ça n'a pas du tout été la dernière mission de toilettage, un petit peu cœur Hubble, puisqu'il y a eu des missions jusqu'en 2009 pour l'upgrader, le remettre en état, etc. Et donc ça, c'est un truc qu'on a fait sur Hubble, mais ce sera un truc qu'on ne pourra pas faire avec le télescope James Webb. Donc tu sais, le nouveau télescope spatial qui va finalement être lancé pour de vrai. Après, je sais pas combien de retard et de rallonge budgétaire. On avait peur ces derniers jours que ce bijou n'ait été endommagé pendant les préparatifs du lancement, et apparemment c'est pas le cas. Donc le tir est prévu pour le 22 décembre. Alors, le télescope James Webb, c'est un délire total. Je sais pas trop si t'as suivi ce truc-là. Non, je l'ai pas suivi en détail, non. Et quand je dis que c'est un bijou, je veux dire, c'est le bijou le plus cher de l'histoire humaine, et ça le restera longtemps. Parce que c'est quand même 10 milliards de dollars, 25 ans de travail pour 10 000 ingénieurs, wow. Des carrières entières qui se sont construites autour du James Webb Telescope, soit pour sa conception, soit pour l'analyse des futures données, futures mesures qu'il va faire. Donc le JST, comme on dit, pour faire court, c'est tout ce qu'il faut pas faire quand tu fais du spatial. Voilà, il est bourré de mécanismes, de trucs qui bougent. Parce qu'en fait, le télescope, donc c'est un gros miroir. Il y a un gros miroir, un miroir secondaire, un miroir primaire, donc c'est un gros miroir, et ce miroir il est tellement gros que pour le mettre dans une fusée ou pour le transporter ou le foutre dans une fusée, il faut le plier. Et du coup, ce télescope, c'est un gros parapluie, ou une grosse fleur, comme ça, qui va avec plein de pétales hexagonaux, qu'il faut déplier. Et ça te fera le plus gros miroir jamais mis en orbite. Alors évidemment, il va être du coup entre 10 et 100 fois plus sensible que Hubble. Mais le problème, c'est que des mécanismes, c'est super tendu. Ça peut se gripper, ça peut couiller, ça peut se déformer très légèrement, il y a 140 mécanismes de libération pour ouvrir le JST. Il y a 60 hélicharnières, il y a 400 poulies, 8 moteurs. Ça en fait des occasions de merder, Surtout que le JST, ça sera pas comme Hubble, parce que Hubble est à portée de main. Il est autour de notre planète. JST, là, l'idée, c'est qu'il soit assez loin, j'avais vu... Il est à un point de Lagrange. Il est au point de Lagrange 2, Terre-Soleil. Les points de Lagrange, c'est là où tu es fixe par rapport à deux gros corps en interaction gravitationnelle. Donc le point L2, c'est cool, il sera fixe par rapport à la Terre, donc derrière elle par rapport au Soleil, mais c'est à 1,5 million de kilomètres. Ouais, si tu dois faire une réparation, c'est pas aussi simple, quoi. Ah, c'est clair. Et le pire, c'est que c'est obligé, parce que le JST, c'est un télescope infrarouge. Et s'il n'était pas aussi froid que l'espace, en gros, il s'éblouirait tout seul, avec sa propre chaleur. C'est bien simple, même à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc il est quand même dans l'espace profond, là, il faudra quand même un bouclier thermique. C'est un putain de vampire, le truc. Et du coup, là, les mecs, je te dis pas, ils vont pas dormir pendant 3 semaines jusqu'à ce que le télescope arrive au point de Lagrange, déjà,
Et ensuite, ce sera diarrhée nerveuse sur diarrhée nerveuse pendant des jours jusqu'à ce que ce soit pleinement testé opérationnel. C'est une catastrophe. Parce que si c'est pas le cas, c'est l'enfer, hein, ce truc-là. Hubble, il est à 500 bornes au-dessus de nous, hein, alors que le James Webb Telescope, il sera 4 fois plus loin que la Lune. Donc s'il marche pas, il sera pas réparé. Bon, évidemment, s'il marche, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Évidemment, tu parles, ce sera une des plus grandes réussites de l'histoire des sciences. C'est un projet qui a une complexité, d'une ambition déraisonnable, sans précédent. Ce sera un outil unique, hein, capable de voir des exoplanètes de petite taille, de scruter l'univers lointain ou proche, même d'ailleurs, même le système solaire, hein, le voir comme on l'a jamais vu. Parce qu'on n'a jamais eu de télescope infrarouge d'une telle sensibilité, en orbite, avec une telle précision, et si froid qu'il peut aller dans l'infrarouge lointain, vraiment. Évidemment, on espère que ça va marcher, on croise les doigts. Ouais, parce que quand on voit les images qui ont été apportées par Hubble, à chaque fois, c'est assez magistral de revoir d'ailleurs les images emblématiques qui ont été apportées par Hubble. Il y a un site, hein, d'ailleurs, je regardais mécaniquement pendant que tu parlais, c'est hubblesite.org, et tu as beaucoup de photos de la NASA qui ont été prises par Hubble. C'est assez magistral. Et de s'imaginer sur le plan scientifique ce que pourrait apporter le James Webb, ça peut être assez dingue. Bon, heureusement d'ailleurs que l'espace est poétique, Guillaume, parce que peut-être malheureusement que l'avenir de la Terre ne sera pas très glorieux. C'est en tout cas ce que dessine Jeff Bezos, et ça fait peur. Ouais, hein. Alors... il me semble que je t'avais déjà dit que Bezos était vraiment persuadé d'être dans d'être dans la vraie vie, en fait une sorte de Wayland ou de Yutani, ou les deux en fait, c'est Wayland Yutani à la fois. Donc c'est les noms qu'on retrouve dans Alien, hein, qui sont synonymes de méga corpos de l'espace. Il y a 2 semaines, lors d'un événement à la cathédrale de Washington, où il y avait le directeur de la NASA, Bill Nelson, Bezos s'est confié à un journaliste de Harvard Business Review pour décrire son futur, le futur de la Terre, son futur à lui, le futur de la Terre, hein, qui ressemble furieusement à de la SF assez standard finalement, puisque on a de l'exploitation du système solaire, vit dans des colonies spatiales, 1000 milliards d'êtres humains dans tout le système, et finalement une Terre reconvertie en parc naturel, préservé, et visitable comme Yellowstone aujourd'hui, quoi. Donc en gros, Bezos ne voit aucune limite à la croissance, une croissance qui se poursuit, qui s'accélère même dans l'espace, avec des stations, des planètes, de la pollution spatiale bien entendu, et une Terre préservée comme ça. Voilà, une vision du futur qui réplique finalement celle du passé, mais dans l'espace. Est-ce que c'est vraiment le futur qui nous attend ? Franchement, je sais pas, je ferai vraiment pas de pronostic. Mais c'est quand même marrant de voir à quel point il y croit. C'est cyniquement réaliste quand on écoute les arguments, et en même temps ça paraît déroutant de se dire qu'on n'a pas plutôt comme priorité de considérer la Terre comme un berceau définitif dans lequel on pourrait travailler, chérir. Ce besoin d'expansion est toujours assez déroutant, je dois dire. Merci beaucoup Guillaume pour cette revue complémentaire à l'épisode hebdomadaire de Tech Café. On vous a parlé dans l'épisode hebdomadaire des sujets un petit peu plus habituels autour des crypto-monnaies, du métaverse évidemment, mais on voulait approfondir ces sujets spécifiques dans l'épisode week-end. Merci beaucoup pour la préparation de cette émission Guillaume. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Moi, chez moi, peinard. Attends, je suis trop content, moi, d'habiter dans une réserve naturelle, c'est cool. Tu veux pas aller dans l'espace, hein, t'es sûr ? Ou à 1,5 million de kilomètres pour aller réparer James Webb. Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Bien évidemment, si cet épisode vous a plu, on vous invite à venir jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Vous pourriez être intéressé pour contribuer à chaque épisode hebdomadaire au financement de Tech Café, ce qui évidemment permet de rémunérer le travail qui est proposé derrière ce podcast et vous garantir la pérennité de l'émission. En attendant, si vous aviez des réactions à faire, on vous invite à les faire sur techcafé.fr ou sur le serveur Discord dont les notes figurent dans les notes de l'épisode. Et d'ici là, on vous souhaite encore bon week-end et à dans quelques jours pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.